Merci d'être venu à notre hôtel. Je voulais juste entamer par quelque chose qui est important et qui fait partie de l'actualité aujourd'hui, c'est l'avenir de l'équipe. Voilà, Manu, lui, travaille beaucoup. Je pense que s'il y a des questions sur l'avenir de l'équipe, c'est à lui qu'il faut les poser. Parce que c'est plus lui qui a même de répondre en fait à n'importe quelle question que ce soit. Nous, en fait, on est derrière lui. On lui fait confiance. On sait qu'il travaille beaucoup. Et surtout, on est là pour performer et essayer d'être les meilleurs possibles sur ce tour et puis tout au long de l'année, quoi. Voilà. Et on est tous, que ce soit l'encadrement, les coureurs, solidaires et derrière lui pour que les choses se passent au mieux, quoi. Voilà. Première question. Est-ce qu'on peut commencer avec les objectifs de l'équipe sur ce Tour de France 2022? Oui. Les objectifs. L'objectif principal, c'est une victoire d'étape. On y a goûté l'année passée, notamment Kevin. Donc, on a envie d'y regoûter une deuxième fois, quand la part du gâteau est bonne. Donc oui, c'est principalement les victoires d'étape. Arnaud, comment tu te vois parmi tout ce panel de sprinteurs des trois grands, avec Merlier, Ominami et Philipsen, mais toi, par rapport à ça? Ouais, non, c'est évident que j'arrive pas avec une position de favori. Peut-être pas en tant qu'outsider. Donc voilà, c'est sûr que moi j'arrive en voulant exister et je me dis que sur un sprint tout est possible. Et on l'a bien vu la dernière avec Cavendish, il lui en fallait qu'une et il a réussi à le faire. Donc moi je viens vraiment dans l'optique de me dire une bonne journée, une bonne vague et puis voilà, tout est possible, quoi. Tu penses quoi de ce premier rendez-vous justement demain, avec évidemment le maillot jaune à la clé? Ouais, déjà une première journée en général c'est très nerveux, beaucoup de tension, donc c'est toujours assez spécial la première journée d'un grand tour. Et puis là forcément vu que ça va être arrivé groupé et propice aux sprinters, forcément ça sera encore plus d'adrénaline dans le final et je l'ai déjà vécu à 2 reprises et je sais à quoi m'attendre. Quand on est le seul nordiste des Hauts-de-France pour un grand départ dans la région, est-ce qu'il a une saveur particulière ce grand départ? Ouais, j'ai appris hier que justement j'étais le seul des Hauts-de-France. Donc oui, c'est vrai que départ de Lille, après on passe sur Amiens et puis la traversée pas loin de la maison, donc ça fait plaisir. Maintenant, c'est pas ça qui va augmenter ma motivation. Ma motivation, elle est déjà bien présente. Et ça fait plaisir pour la région, pardon. Et puis ouais, je sais que je serai bien encouragé. J'ai mes proches, la famille qui sera là, donc c'est cool. Il y a des étapes que tu as déjà cochées spécifiquement. On a parlé de la première, mais ensuite. Ouais, les étapes seront assez restreintes pour mon profil, donc forcément la première, ensuite Dunkerque, et puis après un peu plus tard sur Châteauroux, Laval. Donc voilà, ça sera sur toutes ces étapes-là. Ouais. Vous parlez de motivation. J'imagine qu'il n'y a pas besoin de motivation supplémentaire, mais est-ce que justement l'avenir de l'équipe dont vous parlez, ça peut être aussi une motivation d'essayer de montrer un peu plus le maillot pour faire de bonnes performances et éventuellement permettre que l'avenir soit préservé, quoi. Peut-être que pour certains, ils ont besoin de ça pour se motiver plus, mais je pense qu'on est tous assez professionnels pour aimer notre sport et être passionné et vouloir être toujours meilleur. Donc moi, j'ai pas besoin de ça pour me motiver en plus. Début de saison, on se disait oui, mais pour rester dans le World Tour, il faut se donner une motivation supplémentaire, mais j'ai pas besoin de ça non plus. Donc la motivation est toujours présente, je donne le maximum sans aucun regret. Donc après, la ligne de conduite, elle doit être la même pour tout le monde. Et je rebondis, est-ce que, sans parler de motivation, est-ce que ça rajoute de la pression sur les épaules des coureurs, vu le contexte de l'équipe? Si on n'a pas de regret, moi j'ai aucun regret sur ce que je peux faire, donc j'ai pas de pression supplémentaire. Après
après, il faut peut-être en parler à d'autres, mais peut-être aussi mon ancienneté, on va dire, me permet d'être un peu plus serein comparé à d'autres coureurs. Donc, on n'a pas non plus tous le même ressenti. Ouais. Et c'est une victoire sur le Tour, c'est pour le prestige ou c'est pour les points UCI principalement? Non, c'est pas pour les points UCI, c'est pas pour le prestige, c'est qu'on court pour gagner des courses. Et, on a fait deuxième d'une étape du Giro cette année. L'étape la plus dure, l'étape reine du Giro, ce qui est déjà une belle performance en soi, même si c'est pas une victoire. Mais aujourd'hui, les points UCI, oui et non en fait. Je pense qu'il faut déjà être performant, courir pour avoir le meilleur résultat possible, et puis après les points viennent avec, quoi. Donc en fait les points c'est la conséquence de nos résultats, et voilà, quoi. Donc c'est pas les points qui nous animent, quoi. C'est de gagner des courses. J'ai parlé avec un joueur d'une autre équipe qui m'avait dit que maintenant les managers ils parlaient plus des points UCI avant une victoire d'étape. C'est pas votre cas? Pas chez nous. Non. Pas chez nous, non. Faut arrêter avec ces points UCI. Franchement, on est là pour faire du vélo, on est là pour faire des performances. Et quand on fait des performances, on apporte des points UCI. C'est juste une petite. Voilà, ça me permet de mettre des grades à des moments sur certaines victoires. C'est sûr qu'on a des plus belles que d'autres. Mais voilà, c'est une victoire au Tour de France. Il n'y a que ça qui compte. On va pas les gratter tout le temps. Et on est là pour faire des performances, comme l'a dit Arnaud. Ça nous passe à travers. C'est juste que voilà, c'est juste des trucs qui s'accumulent au fur et à mesure. C'est rançon de la gloire, on va dire, à un moment donné quand on les regarde, mais on court pour une victoire. On est sur une course de vélo, on est sur une course. On est des sportifs de haut niveau, on veut juste la performance. Vous cochez un convaincu. Ah non, mais John, c'est juste pour tout le monde, quoi. Mais depuis C'est gamin, notre état d'esprit de toute façon. depuis gamin, enfin, quand t'es gamin et que tu commences à faire du vélo, les points, c'est pas ce que c'est. Enfin, c'est venu après. Et voilà, moi, ça fait seulement 2-3 ans que j'en ai parlé 2 points. Mais avant, tu courais, c'est pour lever les bras, quoi. C'est pas pour acheter des points. Est-ce que vous avez les moyens de miser et sur le sprint et sur des échappées? Oui. Et comment? Comment? Ouais. Il y La a compo Maurice d'équipe. Capio, et on a quelques compo. coureurs qui sont capables en fait d'être là et pour aider Arnaud sur les étapes un petit peu plus vallonnées, et puis sur les échappées on a aussi une équipe qui est bien armée pour ça, et on l'a construit aussi pour ça. Voilà. Donc oui, on a les moyens d'exister sur les 2 tableaux. Kevin, est-ce que, on a compris que la victoire d'étape était l'objectif, mais est-ce qu'une place au général, que ce soit un top 10, même un top 15, à la fin, selon ce qui se passera, ça serait aussi un beau Tour de France, et ça peut être quelque chose qui peut être dans un coin de ta tête? Non. Du tout. Non, faut pas courir sur tous les tableaux. Si on commence à voir courir sur tous les tableaux, on va juste se perdre. On le sait très bien, un Tour de France c'est très exigeant, et si on veut commencer à faire un bout du général, puis un bout des étapes, c'est un coup à repartir à bredouille. Non, il faut viser les émotions qu'on a vécues l'année dernière, et que certains médias ont permis de nous remémorer dernièrement. Ça donne juste envie de regagner une victoire d'étape, donc on est plus dans cet objectif-là. Et pour moi, je pense que c'est beaucoup trop tôt de commencer à vouloir faire un classement général sur 3 semaines. À quoi tu t'attends, Kevin, de l'adversité? Parce qu'évidemment, c'est plus la même attente que l'année dernière. Il y a plus cette étape l'année dernière, il y a les résultats de cette saison. À quoi tu t'attends justement de tes adversaires? Déjà, on est sur le Tour de France. Tous les coureurs qui sont au départ sont tous dans la forme, leur forme presque maximale de l'année. Donc il y aura un niveau très, très homogène et très, très dur. Donc après, on verra comment vont se dérouler les premières étapes. C'est comme ça qu'on le sent et qu'on le voit comment ça se passe. L'année passée, c'est comme ça qu'on l'a vu et que ça a marché. Maintenant, on verra si mon statut a vraiment changé pour les échapper. Mais tu penses que tu as plus la pancarte, qu'on va probablement, on va peut-être plus reconnaître mon nom, ça c'est sûr. Après, c'est un Tour de France et il y a beaucoup d'opportunités pour beaucoup de monde. Il y a beaucoup de très grands coureurs. Des palmarès, il y en a, pour chaque coureur, il y en a quasiment aussi long que mon bras. Donc s'il faut marquer tous les coureurs du peloton, on n'a pas fini. Donc non, je pense que c'est pas ce qui changera beaucoup. Arnaud, comment tu analyses tes sprints durant cette première partie de saison, au niveau de ta vitesse dans les jambes, où est-ce que tu te situes par rapport aux autres années, et sur ce tour qui seront un peu tes lieutenants, tes bras droits? Ouais, bah après, sur le début de saison, c'était bien parti avec Bessèges, Paris-Nice. Après les classiques, j'ai manqué un peu de réussite là où je voulais,
Et bon, après, je vais pas tout détailler, mais ouais, j'ai manqué de réussite avec des crevaisons, des chutes. Et puis après, j'attendais beaucoup de Dunkerque, mais j'étais tombé malade après le Trouvre-Léon. Du coup, j'étais là, mais pas top. Et après, sur les dernières courses, ça revenait bien, sur Copenhague, sur les courses en Belgique aussi. Donc ça m'a fait vraiment du bien de ressentir des bonnes jambes. Et puis après, là, ça sera essentiellement Amaury pour m'aider dans le final, puisque comme on a dit, l'équipe elle est composée pour pouvoir vraiment jouer tous les jours. Donc voilà, ça sera avec Amaury qu'on fera les sprints. Et quand tu regardes ton compteur au niveau de la puissance, est-ce que ça a encore les mêmes valeurs qu'autrefois Ouais, là sur les dernières courses, oui. Sur le final de course à Copenhague, voilà, tout le final où c'était assez tortueux, où il fallait rester placé à chaque fois, j'avais toujours le coup de rein que je voulais, donc ça c'était vraiment encourageant justement pour le tour. Didier, justement, quel regard porter sur Arnaud sur cette saison et pourquoi l'avoir sélectionné? Comment le mettre dans les meilleures conditions sur ce tour? Alors les meilleures conditions, c'est sûr qu'on n'a pas la même équipe autour de lui que l'année passée. Maintenant le tour est fait différemment aussi. Il y a beaucoup moins d'arrivées au sprint. Il y a beaucoup plus d'arrivées pour puncher et difficiles et où les échappées peuvent aller au bout en fait. Donc c'est pas évident parce que Arnaud il a besoin de quelqu'un autour, au moins un ou deux coureurs. Donc on avait Thibaut Garnalec qui était là à la base, qui est tombé au championnat et qui aurait pu justement nous aider à placer Arnaud dans les meilleures conditions pour aller faire un sprint. On voit aujourd'hui que les sprints, il y a de moins en moins de vraiment gros trains, ça existe encore un peu mais il y en a quand même de moins en moins. Et donc quand Thibaut Garnalec, malheureusement pour lui, est tombé au championnat, on a pris la décision de mettre Amaury Capio, qui est assez polyvalent en fait, qui peut aider Arnaud dans les sprints et qui peut aussi aider Kevin dans des placements tout au long de la journée et autres, dans des endroits stratégiques, etc. Ensuite, on a des garçons qui sont aussi capables, Raoul Garcia, Mathis Lebert, de faire un travail d'approche de sprint, justement pour que Amaury en fait n'ait pas à faire d'efforts trop tôt et pour pouvoir aider Arnaud dans le final, quoi. Voilà. Donc comment moi je vois les choses, c'est plutôt dans ce sens, c'est jouer les sprints à fond. On sait qu'il n'y a pas beaucoup de chance, moins que l'année passée. On sait aussi que l'année dernière Arnaud fait 3 d'un sprint, ça se joue à pas grand chose. Enfin 3, il a été déclassé à mon avis injustement, mais bon c'est comme ça, c'est la décision des commissaires. Et donc en fait tout est réalisable en fait, et tout est jouable, parce qu'un sprint ça reste toujours aléatoire, la bonne vague, etc. Arnaud peut en parler plus que moi, parce qu'il en a fait plus que moi, c'est sûr. Mais voilà, et aujourd'hui, à partir du moment où on est au départ, on a quelque chose à jouer, quoi. Voilà. Donc après, est-ce qu'on va y arriver ou pas, ça, l'avenir nous le dira. Mais à partir du moment qu'on est au départ, on jouera les coups à fond. Ouais. Une question pour Arnaud Kevin peut-être. Est-ce que vous appréhendez cette année les longs transferts qui s'annoncent en bus? Il y aura des gros trajets entre chaque étape. Est-ce que ça joue sur la fatigue, la récupération? Est-ce que vous appréhendez ça un petit peu? Bon, je t'avoue qu'on regarde plus les étapes que les transferts. Hein. On a déjà chaque jour suffit sa peine et chaque course. Mais non, c'est sûr que ça joue toujours sur la récupération. Après, c'est les transferts qui sont pour tous les coureurs du peloton. Donc si on n'a pas de disparité à ce niveau-là, c'est pas le mieux, mais c'est pour tout le monde pareil. Je sais pas ce que t'en penses, Arnaud. Ouais, après c'est une habitude. Hein. J'ai fait des Giro où on partait le matin à 7h, on prenait le petit-déj dans le bus parce qu'on avait 3 heures de transfert par le départ. Voilà, ça fait partie justement avoir fait un Tour de France. La France, c'est quand même assez grand pour faire 21 étapes, donc oui, ça fait partie maintenant de notre sport. Ce qui est une habitude aussi en juillet, évidemment, c'est la chaleur, mais on a vu un pic là ces derniers jours, y compris là dans les Hauts-de-France, on est peut-être un peu moins habitué. Vous y préparez spécifiquement avec des étés de plus en plus chaud, on sait qu'il y a le matos qui va avec, qui a évolué également, mais comment vous abordez cette préparation-là spécifique? L'année dernière au départ il faisait super chaud, mais on est en Italie, du coup on dit c'est normal. Mais voilà, il fera je pense très très chaud quand on est arrivé sur Toulouse. Là pour l'instant c'était un peu calmé, mais justement ça risque peut-être de tourner aux orages, mais
Mais maintenant, ça fait 3 semaines qu'il a fait chaud, on commence à s'habituer. Au championnat, il a fait vraiment très chaud. On est parti dans les heures les plus chaudes de la journée à midi. Kevin qui a fini la course, je pense qu'il fallait du temps pour s'en remettre. Je pense que ça va être l'accumulation des jours. Si c'est des coups de chaud qui durent pas longtemps, ça devrait le faire. Mais c'est vrai que voilà, si ça dure 2 semaines sur la fin, ça risque d'être compliqué pour les organismes. Après, je pense qu'on s'habitue toujours un peu et on s'entraîne aussi à ça. Je pense que dans l'univers de l'entraînement, vous avez pas mal entendu parler de lead training et tout ça, et je pense que ça nous aide. Les conditions du mois de juin qui ont été quand même vraiment chaudes pour l'ensemble des coureurs, ça a permis aussi de s'habituer un peu à ces conditions extrêmes. Et on a aussi tout un staff derrière qui fait beaucoup de travail pour qu'on ait toujours dans la meilleure disposition, l'eau, la glace, des bidons frais. Et on a vu au championnat de France, c'était plus facile, c'était un circuit, mais on était toujours très bien alimenté. C'est sûr qu'on accède beaucoup plus à la chaleur quand on peut refroidir notre corps. Donc je pense qu'il y a tout qui est fait pour. En ce qui concerne la nutrition, qui est chaleur ou pas, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Peut-être Arnaud, parce que depuis ton début de carrière, est-ce que tu as le sentiment qu'il y a des choses qui ont changé? Comment je Complètement. Et pas que par rapport à la chaleur. La nutrition, elle a évolué. En quoi elle a évolué? Tout. Je faisais pas mon riz et mes pâtes quand j'étais néo-pro. Donc maintenant, tous les néo-pros le font. Et voilà, on est des nutritionnistes. Et puis le grammage heure que vous connaissez maintenant, on mangeait énormément sur le vélo, alors qu'avant on faisait beaucoup plus avec notre réserve, on voyait des coureurs faire des hypoglycémies, on n'en voit plus. Donc maintenant on recharge à fond et puis chaque jour l'intensité elle est la même parce que justement on sait mieux s'alimenter. Est-ce que tu manges plus qu'avant ou tu manges différent? Sur le vélo je mange beaucoup plus qu'avant. Beaucoup plus qu'avant. Moi, c'était un petit peu le début de la transition, mais il y avait encore des coureurs qui étaient avec du sirop dans les bidons. Maintenant, voilà, on a tous des boissons isotoniques et même les débuts des boissons. Voilà, je vais pas vous faire un cours là-dessus, mais elles étaient très peu de grammage en glucides, alors que maintenant, on monte à des hauts grammages. Donc, tout ça, ça a forcément joué sur les performances. Plus et différemment aussi. Ouais. Un peu des deux, quoi. Ouais, plus, différemment non, mais on mange plus, c'est sûr. On mange plus. Kevin, tu as vécu pas mal de trucs là, ces derniers temps, le Tour de Suisse, les championnats. Est-ce que d'une certaine manière tu as eu besoin de digérer ça ou est-ce que tu as réussi à passer rapidement à autre chose parce que c'est l'essence du métier qui veut ça? Passer à autre chose, c'est compliqué à dire. Je suis juste. Franchement, je vais le dire avec des mots un peu plus familiers, je suis juste en train de kiffer ce qui se passe. En tant que coureur, en tant que sportif, d'avoir autant de. On est poussé dans les médias, mais surtout tout le soutien que je reçois par toutes les personnes qui m'encouragent et tous les messages que je peux avoir sur différents réseaux sociaux. C'est juste qu'il faut juste en profiter. Ça fait peut-être des charges mentales un peu plus grandes, mais bon, il faut en profiter. On n'est pas, comme je dis, c'est. Carrière de sportif, c'est jamais que des hauts et aussi des bas. Et je suis déjà passé par certains bas, et donc je suis sur le haut, autant en profiter et voilà, pas perdre tout ça. Et sûr que de regarder des images Tour de Suisse, ça fait toujours du bien. J'ai beaucoup de félicitations, donc c'est sûr que je remets toujours un peu la tête dedans. Maintenant, faut aussi se caler sur ses objectifs. Le Tour de Suisse était terminé, je pensais tout de suite au championnat de France. Pour autant, j'oubliais pas tout ce que j'ai bien vécu et aussi la forme que j'avais, qui permet d'avoir une spirale positive. Donc, faut juste enchaîner les objectifs. Maintenant, on est sur le Tour de France, tout est derrière moi et maintenant, il faut regarder à l'avant. À quoi tu t'attends, Kevin, sur les étapes marrantes chez toi, particulièrement celle de Val-d'Isère? Ça va être une étape ouvrier pour toi? Ouais, ça va être des étapes. Franchement, ça va être de l'expérience, je pense, pour moi et pour ma carrière, de passer en Normandie avec tout ce qui s'est passé dernièrement, ma notoriété qui est en train d'augmenter. Je pense qu'il y aura beaucoup de sollicitations, il va falloir que j'arrive à filtrer entre la course et tout ce qu'il y a autour. Donc ça va être aussi une expérience personnelle. Est-ce que l'étape de Rouen aussi, tu l'as coché? Parce qu'il y a un final qui ressemble un peu à la Flèche Wallonne, d'ailleurs je crois que Jean-Philippe Monte a un petit peu détaillé cette fameuse montée. Ouais. Est-ce qu'à Rouen aussi tu vas vouloir briller parce que tu as une histoire particulière avec cette formation qui t'a sorti un petit peu de la galère après Chambéry? Il y a 21 étapes, j'ai envie de briller sur 21 étapes. Est-ce qu'elle compte un petit peu plus que les autres? Non, c'est sûr que voilà, il y a des très belles étapes où il y a des moyens de faire de beaux résultats. Après, comme j'ai dit, c'est une course de vélo, on ne peut pas savoir ce qui va se passer avant, on ne peut pas savoir
ce qui peut se passer les jours avant, le matin avant, pendant l'étape. Mais c'est sûr que c'est des objectifs d'être bien, mais un peloton, c'est lui qui décide aussi ce que font les échappés, ce que font pas les échappés. Est-ce que Tadej Pogačar va vouloir gagner Rouen, déjà commencer à se découvrir ou pas, on sait pas. Donc maintenant, oui, c'est une étape que j'ai cochée. Après, on verra comment ça se déroule au fur et à mesure des premiers jours. Et il est relou, Pogačar? Non, ça va, il est sympa, voilà. Non, Il à vouloir. à vouloir tout prendre. Après, comme j'ai dit, on est sportif. S'il avait les moyens de gagner, pourquoi il ne voudrait pas gagner? Il devrait en laisser aux autres. Je pense que En fait, ça c'est les marche pas comme ça. opportunités surtout. Quand il peut prendre du temps, il va pas s'en priver. Quoi. C'est ça. Tu ferais pareil ou t'essaierais de. Bah non, je ferais pareil. Ah, franchement, on passe. Tu fais des ennemis aussi. Non, mais on se fait pas d'ennemis quand on fait comme ça. On se fait des ennemis, c'est selon nos réactions après peut-être, mais pas quand on est juste bon. Tout le monde travaille. On a passé des semaines et des semaines en altitude. On passe des semaines à être sur notre vélo, à se mettre des efforts tous. Chaque coureur dans le peloton comme ça. On dit si ça sourit, faut y aller jusqu'au bout. On va pas dire oh, bah non, je vais me relever parce que je vais laisser des victoires ou je vais juste pas prendre du temps alors que je peux peut-être gagner je suis plus ou combien de Tour de France. C'est normal. C'est un sportif, il travaille, tout le monde travaille. Donc à un moment donné, il faut aussi prendre ce qu'on a à prendre. Et au risque de lasser peut-être les gens. Oh, ça c'est une question, c'est pas avec moi, faut voir ça avec les supporters. Et toi Arnaud, t'aurais fait pareil? Bah, à petite échelle, le Poitou-Charentes, et ben, il y avait la 5e étape où j'avais le maillot un peu assuré avec 40 secondes d'avance. Et la direction sportive voulait qu'on laisse l'étape. Et tous les mecs dans le bus, ah bah si Arnaud peut gagner, il faut qu'on la gagne. Le vélo ça passe vite. Et donc bah moi j'ai même pas eu mon mot à dire parce que tous les gars ils ont dit non on roule et puis t'essayes de gagner la dernière étape. Et finalement je l'ai gagné et puis bon bah là je pense que c'est à petite échelle mais bon ça a dû être relou pour tout le monde. Mais moi j'étais bien content d'avoir gagné les 5 étapes. Arnaud, est-ce que ça serait l'idéal de débloquer le compteur 97 et de te rapprocher des 100 sur le Tour de France en engranger une 3e, j'imagine que oui. Bon carrément, voilà, on va pas se cacher, hein, ça serait ma première de l'année. Si je peux faire la surprise, c'est clair que je vais pas m'en priver. On parle beaucoup de nervosité, de chaos potentiel sur ces 10 premiers jours, vu la configuration des étapes. Je voulais avoir votre avis à vous deux par rapport à ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous craignez ou est-ce que c'est un peu exagéré ou... C'est ce qu'on vit, ce qu'on va vivre là, c'est ce qu'on a vécu aussi les dernières semaines. Toutes les courses en Belgique que j'ai fait, il y avait énormément de tension, ça ressemblait à une première étape du Tour. Donc c'est maintenant c'est dans nos habitudes et oui forcément il va y avoir des chutes demain, ça va être. C'est sûr, je pense. Ah bah c'est certain. Enfin c'est obligé vu l'agressivité qu'on a entre nous. C'est un peu le reflet de la société où on voit un peu plus d'agressivité, que ce soit en voiture, vous le voyez vous-même. Nous, sur le vélo, c'est la même chose. Si un mec veut pas freiner à côté, et ben ça freinera pas, ça sera un accrochage et chute ou pas chute, mais en tout cas, chaque coureur a un objectif pour faire gagner son leader et chaque leader, lui, doit défendre son statut. Donc, on a tous une certaine envie, pression, mais je dirais pas pression parce que c'est nous-mêmes qui voulons réussir, que ce soit des fins de contrat, des fins d'équipe, des objectifs personnels. Voilà, c'est forcément c'est ça qui stimule le peloton. Ouais, bah après c'est la magie du Tour de France. Hein. Non, mais c'est sûr que c'est nerveux, comme on a dit. Tous les coureurs sont alors au niveau, c'est la plus grande course du monde. Donc tout le monde a envie d'être performant, d'être au moins vu. Et donc c'est sûr qu'il va y avoir une détention un peu plus forte parce que voilà, en plus c'est un premier, ça va être le sprint. C'est sûr que ce soit le premier sprint du Tour de France ou le dernier, ce sera toujours pareil. On va toujours vouloir frotter. Ça fait du bruit quoi. Le Tour, ça fait du bruit. Donc vous êtes là à Paris-Nice, vous étiez peut-être un tiers de ça. Et pourtant c'est Paris-Nice. Donc le Tour de France fait du bruit. Je fais tomber une bouteille d'eau et puis ça va être vu plein de fois et voilà. Je pense que c'est aussi l'audience qui est autour. Mais c'est tant mieux, hein, c'est notre vitrine, c'est pour ça qu'on est né et qu'on a fait du vélo derrière. Didier, par rapport à ça, peut-être aussi ça a toujours été le Tour. La première semaine, il y a énormément de tension. Pourquoi ? Parce que en fait, les leaders ne veulent pas perdre de temps.
Les sprinteurs veulent tirer leur épingle du jeu, ce qui est normal. En fait, dans toutes les équipes, il y a quelque chose à défendre en fait. Et donc ça crée de la tension. Maintenant, je dirais que ce qui a peut-être changé, c'est pas par rapport au Tour surtout, mais c'est par rapport aux autres courses à côté où il y a encore plus de tension qu'il n'y en avait dans le passé, quoi. Mais les tours, ça a toujours été nerveux, ça a toujours été tendu le début, etc. Et nous, dans les voitures, chaque fois qu'on entend chute, on a le cœur qui monte parce que putain, est-ce qu'on en a, est-ce qu'on en a pas, est-ce que ceci, est-ce que cela, parce qu'en fait, on peut tout perdre. Et toute la préparation, les stages et autres, en une fraction de seconde, quoi. Et ça, malheureusement, on peut pas c'est ingérable en fait, on peut pas l'anticiper, c'est pas gérable, etc. Donc il faut quand même une part de réussite. Vous voyez que le scénario qu'on a eu à la Panne, par exemple, on a un exemple très précis avec des chutes sur la fin, vraiment les unes après les autres, ça devenait un peu une farce. Parce que je pense qu'on va arriver à des trucs comme ça. J'espère pas. Ouais, non, j'espère pas non plus. Mais après, voilà, on était. Il y avait ces championnats du monde des sprinters à la Panne. Là, il y aura quand même beaucoup moins de coureurs partagés avec classement général et des grimpeurs. Donc, déjà, c'est pas du tout les mêmes coureurs. Et normalement, le parcours est quand même un peu plus adapté que la Panne qui, on le savait quand même avant même d'arriver dans le final que ça allait être compliqué, quoi. Et vu que ça fait du bruit le Tour de France, vous n'avez pas un message à passer peut-être sur le réchauffement climatique, des chaleurs de plus en plus fortes? Et c'est pas votre rôle, je sais, mais vu que vous êtes exposé pendant 3 semaines à ça, peut-être que vous êtes plus concerné que nous encore par des chaleurs de plus en plus fortes. Ouais, bah après, c'est pas notre rôle à nous. On subit aussi ce que nos politiciens peuvent mettre en place. Nous, à notre échelle, c'est sûr qu'on ne fait pas forcément tout bien, mais je pense qu'il y a encore au-dessus qu'on peut améliorer. Voilà, après. Franchement, c'est penser aux autres. On subit aussi ce qui se passe, quoi. Je pense que c'est comme dans le peloton, comme dans tout ce qui se passe, que ce soit l'écologie ou pas l'écologie, c'est penser aux autres et pas juste regarder pour sa personne et être égoïste. Je pense que c'est réussir à faire les bons gestes au bon moment et essayer de limiter ce qu'on peut faire dans le mauvais. Et voilà, je pense que c'est juste ça, faire une prise de conscience de masse par rapport à juste pas penser qu'à sa personne et que ça engrange aussi beaucoup de choses, que ce soit à notre petite échelle comme au monde entier. Donc je pense que c'est juste ça les messages à faire passer, que les gens aient plus de respect entre chaque personne et entre chaque chose qui peut se passer autour de nous. Guine, est-ce que tu pourrais décrire pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ce que c'est que la Suisse normande et cette étape c'est ton coin, tu connais ça par cœur, il y a beaucoup de dénivelé concentré sur une seule étape. Ouais. Ça ressemble à quoi alors? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un mal de jambes continu. C'est des gros vallons avec des routes granuleuses et où on s'arrête vraiment jamais. C'est des faux plats descendants et pas des vraies descentes. Donc on est toujours en train de pédaler. On va avoir les watts moyennes qui vont toujours être très élevées et ça va être très énergivore. Et voilà, après c'est des belles routes, hein. On est tranquille, c'est pas mal. Et ouais, ça va juste être difficile, surtout pour les champs. Et juste avant, contre la montre de Caen, tu l'as regardé? Ouais, j'ai déjà regardé, ouais. Bon, c'est un chrono, je pense que c'est un chrono typiquement de chronoman, de pur spécialiste, hein. Voilà, un départ avec Louvre-la-Délivrande où on monte à peu près 1,5 km, et après on part dans la prairie de Caen où c'est vraiment des grandes routes, un peu faux plat mais pas trop, donc c'est vraiment typiquement spécialiste, position et un final un peu plus tortueux pour retourner dans la ville de Caen, mais c'est un très beau chrono, ouais. Kevin, hier Guillaume Martin, qui est je crois le seul français à vraiment viser ouvertement le classement général, disait qu'il ne fallait pas dévaloriser ça et que si on voulait faire plus tard peut-être un podium ou même un top 5, il faut passer par 10e, 9e, 8e. Quel est ton avis toi sur ça? Tu disais que pour toi c'est trop tôt, mais... Par rapport au classement général? Ouais. Oui, après il faut le sentir, je pense que quand on se sent prêt, 3 semaines c'est long. Peut-être qu'à la télé on a l'impression que c'est que 2 ou 3 heures d'antenne, mais pour nous c'est long, c'est de la pression en fait qui est juste là tous les jours. On suit des groupes, on va jouer avec des groupes, finalement on va jusqu'à y arriver toujours à la limite de son corps, et peut-être que voilà aussi il faut avoir des années où on a des journées où on récupère un peu plus, on va faire l'échappée le lendemain, faire ce qui nous anime aussi. Voilà, Guillaume Martin a un mental, pour moi sur les courses à l'étape, qui est un des meilleurs mondiaux. Il s'accroche toujours,
Hugo Martin, faut jamais l'oublier, on le voit peut-être pas toujours à l'écran, mais il est toujours là, toujours présent, et c'en est une force pour lui. Après, il faut réussir à avoir ce mental-là pour nous aussi, et pour l'instant, je pense qu'on est plus happé par la victoire d'une étape pour le moment que pour maintenir voilà, un top 10 qui est juste exceptionnel au Tour de France, mais qui est voilà, peut-être au niveau des émotions pures sur l'instant, peut-être pas aussi forte. Quand il y a une Tadej Pogacar dans le peloton, est-ce qu'on est résigné? Est-ce qu'on se dit qu'on ne va ramasser que les miettes et encore ou pas? Je sais pas combien de fois on me l'a posé cette question, mais ça commence à faire pas mal. Mais après, je pense que chaque coureur on lui la pose. Non, on n'est pas résigné. Si on était résigné, on arrêterait de faire du vélo. Il y a toujours des coureurs qui sont très forts à des moments, et pourtant, il y a bien eu des moments où il a perdu le Tour de France il y a quelques années de Jonas. Maintenant, il faut courir avec nos armes et avec ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut, on se passe comme il faut, on fait tout ce qu'il faut, on travaille de notre côté. Et maintenant, on va pas se dire, on a tout fait bien, on arrive au départ. Ah, il y a le mode champion du monde actuel. Ah non, vas-y, on va juste arrêter et laisse-le partir. Ah non, on va tenter, on va faire notre course. À la Flèche Wallonne, j'ai juste fait ma course. J'ai fait mon effort. Moi, je me suis retrouvé derrière lui, c'est comme ça. Ça aurait pu être devant lui un jour où il est moins bien, ou un jour où il y a tellement le vélo, il y a tellement de choses qui se passent entre les conditions météorologiques, les chutes, tout ça. Et voilà, l'année dernière, il s'est bien cassé le poignet. C'était au Tour des Flandres, je crois, il y a 2 ans. Voilà, c'est comme ça. À Liège, pardon. Donc c'est la course. Après, c'est un coureur comme un autre. On est là, on a 2 bras, on a 2 jambes. Voilà, il est juste, il est très fort actuellement. Mais qui sait s'il va pas avoir une défaillance durant les 3 prochaines semaines. Est-ce qu'on est résigné quand il y a Pogacar qui court derrière? Ah, c'est une blague. Ouais. Est-ce que Pogacar, j'ai entendu dire qu'il s'entraîne plus que les autres? Plus que les autres, franchement, il faut regarder les entraînements de tout le monde, mais maintenant ça commence à être de plus en plus similaire, on a juste des petites variations entre chacun, et après c'est son corps qui accepte ou pas les charges. Après, regardez, peut-être qu'il s'entraîne plus que les autres parce qu'il court peut-être moins que les autres. Regardez ses jours de course, regardez les jours de course de certains coureurs, ou que ce soit Arnaud ou moi, c'est des programmes totalement différents, c'est incomparable. On peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Il y a des équipes qui passent beaucoup de temps en altitude et qui sont beaucoup d'entraînement, nous on fait d'autres choix. Donc voilà, j'ai couru moi, c'est pour mon exemple personnel, de la Marseillaise jusqu'à la Bretagne. C'était mon choix et j'ai fait plus de jours de course, donc sur les données d'entraînement je me suis moins entraîné, mais par contre j'ai fait plus de courses. Et pour autant, c'est pas pour ça que j'arrive pas en forme. Pour réduire la dangerosité de votre sport, l'UCI a annoncé vouloir faire un test en fin de saison sur la limitation des braquets. Parce que trop de vitesse pour entraîner trop de risques de chute. C'est quoi votre sentiment par rapport à ça? Est-ce qu'il faut limiter les braquets pour retrouver, on va dire, des vitesses plus acceptables pour moins de danger? Je pense qu'il n'y a pas de... On ne sait pas s'il y a une solution à tout ça. Comme on a dit, c'est du comportement plus qu'autre chose. Déjà, tout va ensemble. La nutrition, on est plus haut, donc en fait, on a moins de coups de fatigue durant la course. Donc il y a plus de coureurs qui sont dans le match tout le temps. Avant, je pense, quand on regardait la télé, on voyait quand même des trains sprinters. Ils étaient encore 3 plus leur sprinter, comme ça. Maintenant, il y a quasiment 7 coureurs qui sont présents dans le final. C'est aussi ça qui amène cette dangerosité. C'est toute cette homogénéité de niveau qui arrive grâce à nos nouvelles méthodes d'entraînement et tout ce qu'on met en place autour. Après, est-ce qu'un limitateur braquet, ça sera une solution miracle? Je pense pas, mais ça peut être déjà une petite solution. Donc, faut tester et voir ce que ça donne. Je pense qu'il y a 2-3 paramètres quand même qu'il ne faut pas occulter, ce qu'on peut voir sur certaines images. C'est qu'il y a quand même une incivilité dans le peloton, et notamment quand il y a des obstacles, où je pense qu'il y a des coureurs qui le font exprès de ne pas prévenir. Parce que... c'est un de plus par terre. Ça en fait un plus en moins. Voilà. Et on l'a vu à plusieurs reprises sur des images. En fait, ça, moi, je pense que c'est un petit peu de bon sens. Quand on n'a pas grand-chose à défendre, pourquoi aller frotter, etc. Aucune utilité. Et puis après, il y a aussi 2 choses, c'est que de chaque côté du guidon, en fait, il y a 2 manettes. Et en fait, ça ne sert pas qu'à changer de vitesse, ça sert aussi à freiner. Et ça freine de moins en moins, quand même, dans le peloton, et c'est de plus en plus agressif. Agressif, mais pas forcément dans le bon sens, quoi. Voilà. On peut être agressif pour aller gagner, dans un final, etc. Mais pas tout au long de la journée, et quand c'est pas utile, quoi. Voilà. Donc, en fait, et puis de plus en plus d'aménagement, parce que ça, on ne peut pas non plus l'occulter. La vitesse, oui, mais pas que. Et vous dites à vos coureurs parfois,
attention, ou alors Oui. toutes les équipes disent allez. Non. Ça nous arrive de dire attention. Ouais, Ou mais de non. prévenir des dangers. Si je te dis j'ai freiné, j'avais peur de tomber, tu vas me dire bah écoute Arnaud, arrête quoi. Oui, mais ce que je veux dire Donc par là, c'est qu'on moi vous derrière prévient je suis du là danger. et je dis bah non je freine pas. Non, mais on Et, vous prévient quand même des dangers, Ah oui, les dangers. etc. Mais on ne pousse pas au cul à aller prendre tous les risques démesurés pour aller chercher un résultat, quoi. D'ailleurs, Arnaud, hier, Brian disait qu'il entendait moins le bruit des freinages. Quand Brian Coquin avoir des sprints, au final, les freinages, il les entendait moins qu'à une certaine époque. Est-ce que tu ressens ça aussi toi? Faut qu'il se Par rapport fasse au consulter là. matériel, Non, j'en sais rien. Je sais pas, non, j'ai pas fait Le gaffe à ça. matériel il évolue aussi. Hein. Ça, C'est c'est des par rapport au disques, on matériel. entend moins Ouais. certaines choses. Tout évolue. Comme je dis, c'est un tout aussi. Tu vois. Mais après le braquet, une descente où tu pédales pas, on a eu l'exemple aux 4 jours de Dunkerque, on était tous de front, personne n'a voulu freiner, c'est tourné à droite et on pédalait pas. Hein. On était juste en roue libre par la vitesse à 70 km/h. Donc là, braqué ou pas braqué, ça aurait rien changé. Et ce qu'il y a, c'est juste les comportements. Personne ne voulait freiner, aucune distance de sécurité. Et puis voilà, ils sont tombés une petite dizaine et puis ils reviennent après à mocher et puis c'est reparti. Donc là, c'est plus l'effet pervers. Vous parliez d'éducation. Voilà, mais oui, c'est le comportement. L'effet pervers de l'oreillette. Non, ça c'est un fantasme. L'oreillette, c'est comme quand on dit l'oreillette a une influence sur la course. L'oreillette, oui, parce qu'on a l'information plus rapidement. Mais si on n'a pas les jambes pour réagir à une situation, Après, la je pense que des situation fois, reste en l'état, quoi. mon point perso, c'est que les oreillettes, à des moments, je trouve que ça serait bien pour ceux qui sont un peu plus dans la lune. Parce qu'en fait, non, mais c'est vrai, il y a des coureurs qui sont un peu moins présents dans la course. Et c'est aussi ça qui amène des situations dangereuses. Parce que pourquoi ils foncent dans le truc? Parce qu'on a les disques qui freinent très fort, les mecs étaient moins attentifs et bam, on a tapé, on a regardé son compteur, on a fait ça. Et peut-être que du coup, d'enlever ces oreillettes va permettre à certains coureurs dans des points stratégiques où tout le monde se rassemble et tout le monde va vite, peut-être quelques-uns en moins, ou quelques-uns un peu moins vigilants à tout ce qu'ils font. Moi, c'est ce que j'avais ressenti sur des courses sans oreillettes, type Championnat de France ou même surtout les Jeux Olympiques. Là, c'était plus simple parce que déjà, t'as des mecs à la base, ils sont là pour frotter parce qu'on leur a dit c'est là maintenant. Et là, vu qu'ils n'ont pas l'info, ils n'ont pas regardé leur compteur, leur kilométrage. Ah mince, on a loupé le point stratégique. Peut-être, tu vois. Mais comme je dis, il y a plein de possibilités, mais je pense que le point d'ancrage, c'est le respect dans le peloton et la manière d'aborder tout ça, quoi.